Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Bien, vous avez sûrement entendu votre conjoint vous dire des choses blessantes, méchantes, incompréhensibles lors d'une dispute ou d'une rupture. Et oui, ça veut dire que votre couple est maintenant mature, il est passé de la phase de sécurisation à la phase d'exploration et votre couple peut aller mal. Heureusement, vous êtes tombé dans cette team, dans cette famille, vous êtes tombé sur le catalogue des 150 formations que vous retrouvez comment dirais-je? En descriptif de cette vidéo et évidemment, vous allez récupérer votre conjoint, mais vous savez il faut bosser quand même sur soi puisqu'il y a beaucoup de monde autour de vous qui divorce autour de la trentaine, quarantaine, cinquantaine et souvent ça vient du fait que le partenaire est tombé en crise et que l'autre n'a pas su le gérer. Donc finalement, vous vous prenez souvent la tête, vous avez eu des disputes et des façons de vous dire des choses que vous ne pensiez pas et vous ne voulez pas rompre et si vous ne vous reprenez pas, évidemment, vous pouvez risquer d'avoir une rupture. Souvent, vous me dites en coaching d'ailleurs que vous vous souvenez encore des phrases qui vous ont fait mal, qui vous ont choqué ou qui vous ont fait douter de votre relation. Peut-être que vous vous demandez encore pourquoi il ou elle a dit ça, ce que ça voulait dire, ce que ça révélait de ses sentiments, qu'est-ce que ça révélait de ses intentions. Peut-être que vous voulez encore ne plus, comment dire, ne plus y penser. Peut-être que vous voudriez même avoir réagi différemment. Peut-être que vous auriez pu trouver ou voulu trouver d'autres mots pour apaiser la situation, pour sauver votre couple, pour vous défendre. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes ont été marquées par des personnes dites par leur conjoint au moment de la crise existentielle. Des milliers de pirates qui sont revenus ensemble ont été longtemps traumatisés par des mots malencontreux du conjoint en crise et en garde même encore des séquelles après la reprise du couple, après les retrouvailles, même pendant la phase 4 en disant «je me souviens toujours» ou le moment où la personne m'a dit «je crois qu'on va se séparer». Sachez que ces phrases ne sont pas forcément la vérité. Sachez que ce ne sont pas les reflets de ce que votre conjoint pense vraiment au moment où il vous le dit. Et souvent, il ne pense pas ça de votre relation, mais sous l'effet de la colère, de la tristesse, de la frustration. Comme on dit, ces mots dépassent les pensées. En effet, quand quelqu'un est en colère, notamment pendant une crise de couple, il ne faut pas tenir compte du déclaratif, c'est-à-dire de ce qu'il dit explicitement. Car le cerveau, quand il est en colère, ne fonctionne pas de la même façon que quand il est calme, il ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Il est important de bien maîtriser toutes les parties des neurosciences pour être heureux en couple, pour savoir comment le couple fonctionne, comment votre conjoint fonctionne, et notamment pendant un moment de difficulté. Évidemment, hein, si vous tenez compte du déclaratif, eh bien, vous pouvez envenimer la situation et peut-être même vous séparer. La colère est une émotion primaire, c'est-à-dire qu'elle est présente chez tous les êtres humains et qu'elle a une fonction adaptative. La colère nous permet de réagir face à une menace, face à une injustice, face à une frustration. Votre blessure finalement sera d'autant plus importante que votre conjoint aura été sous le coup de la colère quand il vous aura dit quelque chose de méchant. La colère nous donne l'énergie pour nous défendre et pour nous affirmer. La colère nous permet de changer la situation et de nous éloigner du danger. Donc quand vous êtes en colère contre votre conjoint, ça peut être une émotion utile et quand vous êtes en colère contre vous parce que vous avez commis des interdits, ça peut être une façon encore plus importante de se protéger. Évidemment, comme vous venez de le découvrir, la colère a aussi un coût. Quand nous sommes en colère, notre cerveau se met en mode de combat ou en mode fuite et il mobilise toutes les ressources pour faire face à la situation. Il augmente notre rythme cardiaque, notre pression artérielle, notre respiration, notre transpiration et même notre tension musculaire. Quand on est en colère, on libère des hormones comme l'adrénaline, le cortisol et la noradrénaline qui sont censés nous rendre plus alertes, plus forts et plus rapides en cas de combat. La colère active aussi notre cerveau, notre système nerveux sympathique qui prépare notre corps à l'action. C'est pour ça que votre conjoint, parfois, émet envers vous des jugements qui ne passent pas vraiment.
À propos du jugement, vous avez cette formation formidable qui est sortie mercredi, qui vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 150 formations, qui vous permet de gérer les jugements de votre conjoint, y répondre et comprendre aussi. Et vous allez découvrir dans cette formation que quelqu'un qui juge est quelqu'un qui est faible. Et donc, vous allez comprendre comment pouvoir réagir et profiter finalement des jugements et de la faiblesse de votre conjoint pour revenir enfin ensemble. Tout ce catalogue de formation, vous le retrouvez en descriptif de ce podcast. Donc notre cerveau, quand on est en colère, va négliger d'autres fonctions qui sont moins utiles dans l'urgence. Il réduit l'activité de notre système nerveux parasympathique, qui lui est responsable de la relaxation, de la digestion, de la régulation, de la température et de la réparation des tissus. Si je vais me battre avec quelqu'un dans la rue, ce n'est pas le moment de digérer. Donc cette colère va aussi diminuer chez votre conjoint et peut-être chez vous si vous ne maîtrisez pas votre colère. Il va diminuer l'activité du cortex préfrontal, la partie la plus réfléchie du cerveau qui permet effectivement de planifier, de contrôler aussi nos impulsions, de trouver des réponses à des problèmes, de comprendre les émotions des autres et de se mettre à leur place. La colère va augmenter l'activité de l'amygdale, qui est la partie finalement responsable de la détection des menaces, de la production des émotions et de la mémorisation des événements marquants. Donc, quand vous êtes en colère ou quand votre conjoint est en colère, il va dire des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas, ce qu'on appelle le déclaratif, car pendant une colère ou pendant une frustration, votre conjoint va être incapable de penser rationnellement, il va être incapable de faire preuve de logique, de discernement, de nuance, de créativité, d'empathie, tout ça parce que le préfrontal ne fonctionne pas correctement. Donc votre conjoint, pendant sa phase de colère, est enclin à réagir de façon instinctive, automatique, binaire, parfois même rigide, voire agressive, et ça fait mal. Pendant sa crise, et votre conjoint, pendant sa crise, est souvent en mode colère, votre conjoint est plus sensible aux biais cognitifs, qui sont des erreurs de jugement. Vous en entendrez parler dans la formation de la semaine, toujours disponible dans le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Et ces erreurs de jugement, ces erreurs de raisonnement feront interpréter à votre conjoint la réalité de façon erronée ou déformée. Votre conjoint est plus influencé par nos émotions, nos souvenirs, nos croyances ou nos attentes qui peuvent être négatives, irréalistes ou infondées. Votre conjoint voit le mal partout et voit votre couple en noir et votre passé en noir. Il se rappelle essentiellement de ce qui ne fonctionne pas. Lorsque votre conjoint est en crise et en mode colère, il y a des choses qui sont exagérées, des choses finalement qui sont généralisées, absolues, définitives, irréversibles, je ne reviendrai pas, c'est fini, etc. Et évidemment, votre conjoint, dans son désarroi le plus profond, dit des choses blessantes, méchantes qui ne lui ressemblent pas, des choses injustes et des choses incompréhensibles. Évidemment, pendant ces périodes-là, votre conjoint ne pense pas ce qu'il dit, il ne pense pas, il ne dit pas exactement ce qu'il pense, il ne sait même pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il croit et il ne sait pas ce qu'il ferait ou pas. Parfois, il dit, de toute façon, je ne sais pas encore ce que je veux, mais déjà, je sais ce que je ne veux pas. Évidemment, on a des choses qui sont dites qui peuvent faire très mal. On me l'a dit en coaching, vous m'avez raconté, tu es un monstre, tu es le pire, tu ne m'as jamais aimé, tu ne me manques pas, tu ne peux pas compter sur moi, donc je ne compte pas sur toi, je ne veux plus jamais te voir, je te pardonnerai jamais, je suis mieux sans toi, je t'ai oublié. Enfin, vous voyez, toutes ces choses que j'ai notées pendant les coachings et qui vous ont fait mal, évidemment, même pour les personnes qui sont revenus ensemble alors, la personne qui a dit je ne veux plus jamais te voir est aujourd'hui revenue en couple avec son conjoint. Donc, quand votre conjoint exprime la colère, la douleur, la peur, la rancune ou l'orgueil, il peut déraper et ses mots peuvent dépasser sa pensée. Donc, vous essayez de blesser, de faire culpabiliser votre conjoint pendant le début de la crise, vous êtes un bébé pirate, eh bien, tout ça est un interdit, parce que si vous voulez blesser, culpabiliser, vous allez repousser ou faire réagir.
Nous tentons de nous protéger, de nous affirmer, de nous venger, de nous libérer. Nous faisons comme si nous n'avions plus de sentiments, comme si nous n'avions plus de besoin de lui ou d'elle. Nous faisons comme si nous n'avions plus d'espoir, comme si nous n'avions plus de lien. Ça, c'est un témoignage que nous avait donné une personne qui avait été en crise et qui était repentie, qui était revenue avec son couple. Hein. Nous faisons comme si nous n'avions plus de sentiments, comme si nous n'avions plus besoin de lui ou d'elle, comme si nous n'avions plus d'espoir, comme si nous n'avions plus de lien, pardon, évidemment, hein, c'est ces mots-là qui font très mal, mais vous voyez que la personne repentie qui est sortie de sa crise, ensuite trouve ça un peu exagéré, un peu déplacé, ce qu'il avait dit. En réalité, ce n'est pas ce que votre conjoint pense vraiment. Au fond de votre conjoint, il sait qu'il vous aime encore, qu'il vous trouve des qualités, que vous avez évidemment vécu des moments heureux, que vous avez encore des choses à vous dire, c'est l'attachement, et que vous avez parfois envie de vous voir, et qu'effectivement, votre conjoint est prêt à vous pardonner le fait que vous n'ayez pas été terrible dans la phase de sécurisation, à condition évidemment que vous changiez, que vous lui montriez, que vous échangez et que vous repassiez des bons moments ensemble. Évidemment, la personne qui faisait son témoignage de personne en crise nous écrit « Nous n'osons pas lui dire car nous avons peur de souffrir, de nous tromper, de nous humilier ou de nous faire rejeter. Alors, nous nous cachons derrière des mots qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas les vrais. » Moi, je trouve que cette analyse est très bonne. Alors, on va appeler cette piratesse qui a écrit ça Marie. Évidemment, elle ne s'appelle pas Marie. Et vous savez que c'est notre jeu d'appeler les personnes en crise Pierre et Marie. Voilà, ça m'est venu le jour comme ça, peu importe. Et vous voyez que ce que dit Marie, effectivement, nous nous cachons derrière des mots qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les bons et qui ne sont pas les vrais. Et pourtant, au moment où votre conjoint les dit, vous avez l'impression que c'est du dur et que votre conjoint y croit et que c'est vrai tout ce que dit votre conjoint. Il y a beaucoup de phrases que l'on peut dire quand on est en colère et que l'on va oublier évidemment plus tard, mais qui font très mal. Hein. Donc on va essayer de les décoder, de les relativiser, ces phrases, de les déplacer, ces déclaratifs, pour éviter de se les ressasser dans la tête et pour éviter de se les dire et de se les entendre en permanence. Alors parfois votre conjoint va vous dire « tu n'as jamais rien fait pour moi ». C'est une phrase typique d'un biais cognitif que j'appelle la généralisation abusive. Vous avez une formation que vous retrouvez dans le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo, évidemment, hein, qui vous répertorie tous les biais cognitifs et comment surtout utiliser ces biais cognitifs de votre conjoint pendant la crise pour récupérer votre conjoint. Et évidemment, nous avons le biais de la généralisation abusive qui consiste à tirer des conclusions générales à partir d'un fait isolé ou d'une exception. Quand on dit cette phrase, on ignore ou on minimise tout ce que l'autre a fait pour nous, on se focalise que sur ce qu'il a mal fait ou ce qu'il n'a pas fait et on lui reproche de ne pas être à la hauteur de nos attentes, de nos besoins, de nos envies. On lui fait sentir qu'il est inutile, on lui fait sentir qu'il est différent et égoïste. Quand votre conjoint vous dit ça, ça fait très mal. Évidemment, quand on vous dit que tu n'as jamais rien fait de bien, en gros, ce n'est pas ce que votre conjoint pense. Au fond de votre conjoint, au fond de lui, il pense que vous avez fait beaucoup de choses pour lui ou pour elle et que finalement, vous en êtes quand même reconnaissant. On sait qu'on a des qualités, des attentions, des gestes qui touchent. Évidemment, votre conjoint sait que vous l'aimez, votre conjoint sait que vous le soutenez, votre conjoint sait que vous le respectez, à moins que vous ayez fait trop d'interdits, évidemment. Évidemment, votre conjoint, pendant toute une partie de sa crise, n'arrive pas à vous dire ça, car votre conjoint est frustré, car votre conjoint est déçu, car votre conjoint est blessé ou en colère. Ça ne suffit plus à cette phase de sécurisation. Il s'est senti blessé, vous avez été certainement maladroit aussi. Alors votre conjoint se laisse emporter par ses émotions et votre conjoint dit des choses qu'il regrette ensuite, évidemment. Parfois, vous recevez un texto, c'est très rare, mais ça peut arriver en disant j'ai abusé, pardonne-moi. C'est très rare, mais ça peut arriver quand même quand votre conjoint est allé trop loin. Donc, vous allez apprendre à nuancer les propos de votre conjoint, à reconnaître évidemment que votre conjoint est en crise et si votre conjoint était finalement totalement en frustration, eh bien, il n'arriverait pas à faire taire ses reproches et il ne serait pas non plus critiqué.
Il faut aussi apprendre à se mettre à la place de votre conjoint, à comprendre ses contraintes, à comprendre ses difficultés, ses limites pendant sa crise et ses motivations. Il faut enfin comprendre à communiquer de façon constructive, à écouter, à dialoguer, à négocier et à trouver des solutions. Évidemment, vous avez des phrases qui font mal. Par exemple, quand votre conjoint vous dit « tu es toujours en train de critiquer », hein, ça c'est un biais cognitif que j'appelle le filtrage négatif, qui consiste à retenir que les aspects négatifs d'une situation et à ignorer et à minimiser les aspects positifs. Quand votre conjoint dit cette phrase, eh ben, vous allez avoir mal, et pourtant, ça veut dire que votre conjoint se sent attaqué, jugé, dévalorisé, souvent par vous. Donc, cette phrase, tu es toujours en train de me critiquer, fait que votre conjoint ne se sent pas en confiance avec vous, qu'il ne se sent pas encouragé. Et parfois, votre conjoint, quand il vous dit tu es toujours en train de me critiquer, pense que vous êtes méchant, que vous êtes injuste ou que vous êtes quelqu'un qui est insatisfait. Donc, tout ça, ça fait très mal. Une phrase que l'on entend aussi, tu ne m'écoutais jamais. Cette phrase est typique d'un autre biais cognitif que j'appelle le raisonnement dichotomique, qui consiste à voir les choses en termes de tout ou de rien, de blanc ou de noir, de bien ou de mal. Quand on dit cette phrase, on se sent ignoré, incompris, négligé. On reproche à son conjoint de ne pas s'intéresser à nous, à ce que nous disons, à ce que nous ressentons. On fait sentir à notre conjoint qu'il est indifférent, distrait ou égoïste. Mais ce n'est pas ce que nous pensons vraiment. Au fond de nous, hein, quand votre conjoint vous dit qu'il ne s'intéresse pas à vous, que c'est blanc ou que c'est noir, finalement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et votre conjoint, finalement, sait que vous n'êtes pas si méchant que ça, mais qu'il ne sait pas comment faire pour justifier le fait qu'il vous a fait du mal, qu'il vous a trompé, etc. Votre conjoint vous dit tu ne changeras jamais, c'est quelque chose de déclaratif qui peut vous faire mal, ou qui vous dit tu as changé mais ça ne va pas durer. Et si vous comprenez effectivement tout ce genre de choses, eh bien vous saurez que votre conjoint finalement est dans l'exagération et qu'il a des biais cognitifs. Alors cette phrase, tu ne changeras jamais ou ça ne va pas durer ton changement, est ce qu'on appelle le biais cognitif de l'effet de halo, qui consiste à se faire une opinion globale sur une personne à partir d'un trait particulier et à ignorer et à minimiser les autres aspects de sa personnalité. Tu étais comme ça, donc tu ne peux pas changer. Quand on dit cette phrase, on se sent finalement comme déçu, comme frustré, comme désespéré de l'autre. Votre conjoint a envie que vous changiez, mais il vous a demandé plusieurs fois de changer et il vous reproche aujourd'hui de ne pas avoir évolué, de ne pas vous être amélioré et de ne pas vous être remis en question. Et du coup, finalement, votre conjoint est de son côté déçu, il est figé, il est borné et il est répétitif. Mais finalement, ce n'est pas ce que votre conjoint pense véritablement. Alors, vous avez une phrase qui vous fait mal aussi, que vous m'avez dit souvent en coaching, c'est « tu es comme ton père ou comme ta mère ». Cette phase que dit votre conjoint est un biais cognitif appelé la comparaison sociale, qui consiste à se comparer aux autres et à se sentir inférieur, supérieur ou égal. Hein, vous voyez, le fait de dire « moi je suis mieux que toi, toi tu es comme ton père », etc. Hein, votre conjoint, quand il dit ça, se sent supérieur, méprisant et moqueur envers vous. C'est au moment du début de la crise, effectivement, où votre conjoint se sent exceptionnel, se sent top et se sent génial. Donc évidemment, quand votre conjoint est avec vous et qu'il vous a dit « t'es comme ton père, comme ta mère », il se sent un peu indigne de vous, hein, et ça vous fait mal quand vous entendez ça. Ce qui peut vous faire mal, c'est aussi « tu n'as aucun sens de l'humour », hein, cette phase typique d'un biais cognitif que j'appelle l'attribution interne, qui consiste à attribuer les comportements des autres à des traits de personnalité stables et immuables et à ignorer, à minimiser l'effet des facteurs situationnels et contextuels. Oui, peut-être qu'en ce moment, je n'ai pas d'humour, mais c'est parce que tu veux divorcer. Mais votre conjoint est sur ce biais cognitif d'attribution interne et finalement, votre conjoint se sent supérieur, arrogant, plus malin, plus narquois, avec beaucoup plus d'état d'esprit que vous. Votre conjoint vous dit aussi « t'es trop ceci ou trop cela ou pas assez ceci, pas assez cela ». Eh bien, ça, c'est un biais cognitif que j'appelle le jugement de valeur, hein, dont on a parlé cette semaine dans la formation que vous retrouvez dans le catalogue en descriptif de cette vidéo également. Quand votre conjoint dit cette phrase « tu es trop ceci ou pas assez cela », eh bien, ce sont des critères subjectifs, personnels ou arbitraires,
à ignorer, à minimiser. Et par rapport aux faits objectifs, réels ou vérifiables, votre conjoint se sent supérieur, autoritaire au début de la crise, il est moralisateur, il a beaucoup souffert, il vous dit ça, et c'est un déclaratif, évidemment, vous pourrez montrer que vous avez changé. Une autre phrase, c'est tu ne sais pas ce que tu veux ». C'est une phrase typique d'un biais cognitif qu'on appelle la projection. Pendant sa crise existentielle, votre conjoint ne sait pas ce qu'il veut. Et donc, vous aussi, vous êtes finalement l'effet de cette projection. Quand on dit cette phrase, on se sent supérieur, lucide, perspicace envers l'autre. En réalité, on croit que nous, on sait ce qu'on veut, nous, qu'on est déterminé, nous, on dit qu'on ne reviendra pas. Et finalement, à la fin, on finit par revenir ensemble quand même. Donc, tout ça va faire que finalement, votre conjoint fera des déclaratifs que vous ne méritez pas. Évidemment, tu ne sais pas ce que tu veux, vous ne le méritez pas. Des phrases comme « tu es toujours avec tes amis, avec ta famille, ton travail passe avant moi, ta famille passe avec moi, avant moi, tes enfants, etc. » Ah, là, le biais cognitif, c'est le faux dilemme. Hein. On présente les choses comme s'il n'y avait que deux alternatives possibles. Tu me préfères moi ou tu me préfères ta famille. Évidemment, hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le monde n'est pas binaire. Il n'y a pas que le blanc et le noir. Évidemment, votre conjoint, pendant sa crise, reste jaloux, possessif et s'est senti abandonné à un moment donné. Et ça lui a fait très mal. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe grave. J'espère que chaque jour davantage, vous allez vous améliorer, que vous allez pouvoir mettre en place toutes les formations magiques que vous avez dans le catalogue des formations. En tout cas, vous avez les pirates qui peuvent vous aider à les mettre en place. Ces formations, quand vous les avez bien acquises, ils vont vous donner des idées pour les mettre en place. Et ça se passe soit dans les commentaires des vidéos YouTube, soit dans le groupe Facebook. Le groupe Facebook, vous le retrouvez sous le catalogue. Et vous avez aussi, bien sûr, sous le catalogue, le lien Telegram, c'est le point névralgique des pirates, où je vous mets tous les jours des textes, des vidéos, des shorts, des mèmes. Enfin, il y a tout un tas de ressources que vous retrouvez sur ce canal Telegram. Eh bien, allez-y, c'est gratuit, évidemment, et vous pourrez récupérer plein d'idées aussi pour mettre en application les formations. Passez la journée que vous méritez.